Je suis Nathalie Avant. J'accompagne Claudine Lu, que vous avez déjà vue plusieurs fois à cette table, dans la direction d'un Airplan. J'ai suivi la formation d'un Airplan il y a quelques années, je suis certifiée. Et j'ose dire, je suis tombée dans la marmite, c'est-à-dire je me suis vraiment passionnée par les plantes. C'est un grand amour qui est né donc il y a quelques années. Et pour moi, vous parler de tisane, ça passe d'abord par vous parler de cueillette. Je n'ai pas à proprement parler de tisane préférée. Par contre, j'ai des saisons préférées. Par exemple, en ce moment. Alors c'est vrai que j'ai la chance de vivre dans une région magnifique, au pied des Alpilles, entre Arles et Avignon, grosso modo. C'est un parc régional très très riche en plantes de la zone méditerranéenne. Donc il y a énormément de plantes à essence, de plantes aromatiques. Et cette semaine, par exemple, j'ai fait ma cueillette de thym. Mais là, il y a 15 jours en arrière, j'avais cueilli du romarin. Alors c'est vrai que ça fait un peu... je vais finir en chanson si ça continue. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai cueilli du romarin au début du printemps et j'en ai profité pour faire une cure de tisane de romarin pendant 3 semaines, ce qui m'a permis de drainer le foie, bien sûr. Mais aussi, c'est un tonique général et surtout cérébral, ce qui m'a permis aussi de retrouver un certain dynamisme, une certaine joie, parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile parfois de sortir de l'hiver, on est fatigué, bon le printemps arrive, mais c'est pas toujours facile. Et là j'ai cueilli donc cette semaine du thym qui est en fleurs, qui est magnifique, c'est une odeur extraordinaire, avec des paysages extraordinaires. Et là, même chose, donc là on va avoir un magnifique tonique, bien sûr, un dépuratif. Et ces deux plantes, alors vous pouvez les cueillir, faire des tisanes. Moi, ce que j'aime bien aussi en cueillant les plantes et en faisant des tisanes avec, c'est qu'on a la plante fraîche. Qui dit plante fraîche dit non seulement donc, tous les principes actifs de la plante, mais aussi toute l'eau de la plante, chose très importante, et donc toute l'énergie de la plante. Et puis il y a cette rencontre, hein, c'est vrai qu'on est en contact direct avec ces magnifiques fleurs, donc on est relié à cette plante. Elle est d'autant plus efficace dans les principes que l'on va chercher. Alors ce que j'aime bien faire aussi avec ces plantes, ce sont des sirops. Alors c'est quoi un sirop ? C'est tout simple. C'est une décoction assez concentrée à laquelle on va rajouter... alors moi, c'est très simple. Hein, je fais, par exemple, 1 litre de décoction de romarin ou de thym. Et je vais rajouter exactement 1 kg de sucre. Et avec donc ce litre de romarin, enfin de décoction de romarin ou de décoction de thym, et ce kilo de sucre, je vais aller jusqu'à une consistance dite sirupeuse, tout simplement. Alors c'est très simple, hein, vous faites cuire à petit feu, vous prenez une cuillère de ce mélange pour savoir si c'est prêt. On va la poser dans l'assiette, et puis si vous touchez, vous sentez que ça commence un petit peu à avoir l'aspect d'un sirop, vous arrêtez le feu, et vous mettez ça en bouteille. Et du coup, vous allez avoir un sirop que vous allez pouvoir utiliser. Alors il y a une petite astuce, quand on bouche, et vous aurez la possibilité de conserver ce sirop pendant 1 an. Et vous allez pouvoir... ça va devenir des tisanes finalement instantanées. Il suffira de mettre un petit peu de sirop de romarin au fond de votre verre et de mettre 5 à 6 volumes d'eau, et vous aurez votre tisane toute prête. Excellente façon aussi d'inviter les enfants à utiliser les plantes médicinales avec ces sirops. Vous pouvez les soigner très simplement. Alors on va pouvoir faire du sirop de romarin, mais je pense aussi au sirop de tilleul. Un enfant qui dort mal, bon, évidemment une infusion,
Mais pensez aussi à faire du sirop de tilleul, du coup. Vous pourrez, on va dire, résoudre des petits problèmes de sommeil, surtout chez les enfants, très simplement, soit avec une infusion de tilleul, soit avec un sirop de tilleul. Voilà, donc pour moi ce sont ça, mes tisanes préférées. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est le calaman. Alors c'est une plante qui est, c'est pas une menthe, c'est juste à côté, hein, c'est très proche de la menthe. Et on a par contre les mêmes parfums mentholés, et on va avoir les mêmes propriétés. Hein, donc c'est un tonique tout court, mais c'est aussi un tonique digestif. Ce calaman, il va plutôt être ramassé fin d'été, début d'automne, et vous allez pouvoir le ramasser en même temps que les semences de fenouil. Et si vous mélangez les deux, vous allez avoir un tonique digestif extraordinaire, et surtout très goûteux. Hein, voilà, essayez toujours de vous relier à ce qui se passe autour de vous, à votre environnement. Envisagez, j'allais dire, la nature qui vous est proche, comme une grande armoire dans laquelle vous allez pouvoir aller piocher ce dont vous avez besoin, enfin cueillir plus exactement. Alors c'est pas la peine de faire des grosses cueillettes, bien sûr, parce qu'au bout d'un an, vos plantes que vous aurez fait sécher, il faudra les jeter, il faudra les remplacer. Donc prenez que ce dont vous avez besoin, et puis petit à petit, vous allez avoir sur votre carte, votre environnement proche, vous allez savoir exactement où est-ce que vous allez pouvoir trouver ce dont vous avez besoin, petit à petit, hein, d'une année sur l'autre. Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir aller cueillir exactement au bon moment. Alors, on parle de tisane, mais bien sûr, ça peut être tout à fait autre chose. On a fini avec les bourgeons, mais donc là, on a cueilli des bourgeons aussi il n'y a pas longtemps, puis ça va être plus tard les racines, enfin, etc., etc. Reliez-vous à... Voilà, on a pas mal parlé c'est quoi un herboriste, finalement ? Je crois que ça part du terrain, ça part de l'amour de la plante, ça part du bonheur de cueillir et de transformer ces plantes, voilà, et de les partager avec ceux que vous aimez, ceux que vous avez envie de prendre soin, pour lesquels vous avez envie de prendre soin. Donc voilà, faites-vous plaisir, retournez ou allez sur le terrain, c'est là où on se relie le plus à la nature et aux plantes. Voilà, pour moi, l'herboriste, c'est ça, c'est partir du terrain, transformer et arriver à soigner avec les plantes que l'on a trouvées sur ce terrain. Voilà. Je vais peut-être passer la parole à mes copains. Comment ? Bon, j'y vais. Allez. Je m'appelle Michel Pierre, j'exploite l'herboristerie du Palais Royal à Paris depuis 43 ans. Donc je suis face à la clientèle tous les jours pour l'aider le mieux possible. J'ai un cœur d'artichaut pour les plantes, donc choisir ma plante préférée, c'est pas facile, puisque je les aime toutes. Mais je vais vous parler plutôt d'un problème d'actualité, d'un problème de tous les jours, d'un problème qui concerne 80% d'entre nous, à savoir l'acidité digestive et le reflux gastrique. Alors ça semble anodin, ben oui, on va prendre une tisane pour mieux digérer et tout se remet en place. Mais l'acidité digestive aussi peut se manifester quelquefois par une toux que vous n'arrivez pas à soigner depuis des semaines et des semaines, par un raclement de gorge le matin ou le soir dès que vous êtes allongé, par une attitude allergique. Bon, c'est la saison des pollens, c'est beaucoup plus fréquent, mais il y a des périodes de l'année où vous avez des réactions allergiques sans savoir pourquoi. Tout ça, c'est une modification du terrain digestif qui est absolument nécessaire et indispensable. Donc on le fait avec des tisanes toutes simples. On va prendre des plantes qui vont avoir une action digestive et antispasmodique. Ça va être la marjolaine qui a ce rôle-là, ainsi que la mélisse. Ça va être la matricaire qui va aussi avoir cette action digestive. On va ajouter des plantes, notamment une plante que j'aime beaucoup qui s'appelle le lotier corniculé, qui est une plante
jouant un rôle antispasmodique, calmant, et qui n'a pas l'inconvénient d'autres plantes comme le millepertuis avec ou des interactions médicamenteuses ou des contre-indications. Dans ce mélange, vous allez ajouter des plantes qui agiront contre l'aérophagie, le ballonnement. Ce sont des plantes ultra classiques comme l'anivère, la badiane, le fenouil, toutes ces plantes qu'on appelle des semences chaudes, le coriandre, le carvi. Et puis, vous ajouterez également, alors vous pouvez l'ajouter ou dans votre tisane digestive de tous les jours, ou bien faire une cure indépendante de plantes reminéralisantes. Bon, il faut tenir compte que toutes les plantes contiennent des minéraux. Ils sont plus ou mieux assimilés, mais toutes les plantes en contiennent. Même à part les plantes très diurétiques et à dose très très forte qui peuvent jouer un petit peu sur la déminéralisation, mais toutes les plantes en général vont vous faire un apport de minéraux en même temps. Mais l'avantage de la prêle et de l'ortie, c'est que ce sont des plantes plus reminéralisantes que d'autres, notamment la prêle qui contient de la silice végétale qui va permettre de jouer un petit peu sur tout l'organisme. Donc c'est le genre de tisane que vous pouvez prendre systématiquement après le repas, ou bien vous en préparez 1 litre et vous le consommez à volonté dans la journée. De plus, ça fait une boisson agréable, très conviviale, que vous pouvez faire, si vous en avez envie, vous pouvez faire une tisane partie chez vous et vos convives seront heureux. Alors, les plantes digestives contre l'acidité, c'est parfait, c'est très bien, vous arrivez à résoudre le problème. Mais il faut aller au-delà, à savoir faire un apport de minéraux pour essayer de stabiliser cette fonction d'acidité au niveau de l'estomac. Donc je pense à une plante qui n'est pas une plante, qui est plutôt une algue calcifiée qui s'appelle le lithotame, qui est un produit très riche et très équilibré au niveau du calcium, du magnésium et de tous les minéraux en général. Donc vous essayez de prendre l'habitude d'utiliser tous les jours une cuillère à café de poudre de lithotame que vous mettez avec un petit peu d'eau ou une compote de pommes, enfin trouver une solution pour l'absorber sans vous étouffer. Et puis pensez aussi, et ceci régulièrement, à prendre des probiotiques pour stabiliser un petit peu tous vos ferments au niveau intestinal. Donc vous éviterez bien des problèmes et bien au-delà. Voilà, mes tisanes préférées. Bonjour, je m'appelle Yves Moreau. J'ai repris une herboristerie en 1975, une ancienne herboristerie de Perpignan qui a été fondée en 1905 et où on a eu plusieurs générations d'herboristes. Là, on ne peut pas voir les photos parce que je n'ai pas fait d'agrandissement, mais on voit un premier herboriste, M. Pirot, accompagné de sa femme à côté, Mercedes, qui sont les premiers herboristes qui ont eu dans Perpignan en 1900 ou 1905 à peu près. Ensuite, on la voit dans son herboristerie. Dans cette herboristerie, j'ai travaillé dans ce local pendant plus de 20 ans, avant d'être exproprié de ce local. Quand son mari est décédé, donc, qui avait 20 ans de plus, elle a épousé Claude Van Dyck. Donc je vous fais un petit peu l'historique de l'herboristerie pour vous montrer que l'herboristerie peut vivre dans le temps, au-delà des générations. Il y a des herboristeries, si vous voulez, qui sont des lieux comme des lieux sacrés, des passages obligés. Donc j'ai suivi des cours à l'Inderplan chez Claudine Lu, et j'ai eu un enseignement d'une formation exceptionnelle. J'ai eu la chance d'avoir des cours pour la première année de la création avec son mari, donc Vin, qui était quelqu'un qui m'a beaucoup apporté sur la médecine chinoise et tout ce qui était homéopathie, qui sont des sujets que je ne connaissais pas du tout. Et cet éclairage m'a permis de progresser beaucoup au niveau de l'herboristerie. Donc, on m'a demandé de parler de ma tisane préférée. Alors, moi, dans l'idée, j'avais envie de parler de l'aubier de tilleul,
puisque l'aubier de tilleul, c'est toujours l'aubier de tilleul sauvage du Roussillon, donc c'est une plante de chez nous. L'aubier de tilleul a été donc découvert par M. Domenech, un instituteur d'Arles-sur-Tech, un village à la montagne, et c'est lui qui a mis en valeur toutes ses propriétés, ses principes actifs. Alors quand j'ai dit que je voulais parler de l'aubier de tilleul à M. Astier, il m'a dit « Parler que d'une seule plante, c'est bien, mais c'est dommage. Pour montrer le savoir-faire, indique-nous plutôt des mélanges. » Donc l'aubier de tilleul, j'en mets dans des recettes quand il s'agit de cholestérol, d'urée, d'acide urique. J'en mets dans des recettes également pour des tisanes pour faire fondre les calculs. L'aubier de tilleul, il ne faut pas l'oublier, le surnom c'est la graveline. Donc M. Domenech, cet instituteur, a donné ce surnom à cette plante-là, puisque cette plante-là permet de dissoudre tous les petits calculs. Bon, elle n'est pas suffisante à elle toute seule pour faire partir les calculs. Quand on veut faire partir des calculs, c'est bien associé de la pariétaire qu'on appelle chez nous rompé-piedra, le casse-pierre, et éventuellement du chiendent qui dilate les canaux. Donc c'est une plante très précieuse. Et alors je vais vous parler donc de l'herboristerie telle que je la vois. Il y a soit de l'herboristerie allopathique, c'est-à-dire qu'un septum à faire correspondre une plante. Ça ne m'intéresse pas du tout, parce que ça c'est trop facile. Mais l'herboristerie pour moi s'inclut d'un caractère naturopathique, donc dans tout ce qui est prévention de la santé, et ensuite on peut l'utiliser en curatif si on a raté, si on n'a pas fait son bon travail. Donc là je vais vous parler d'une tisane que j'ai appelée la tisane détox, que j'aime bien faire prendre à chaque changement de saison, en particulier donc au printemps et à l'automne, donc en sève montante pour le printemps, en sève descendante à l'automne. Donc il est bien évident que dans cette tisane-là, j'ai mis en premier l'aubier de tilleul, vous l'avez bien compris. J'ai inclus également du chiendent. Alors l'aubier de tilleul a une très bonne fonction sur tout ce qui est voie urinaire, tout ce qui est foie et vésicule biliaire aussi. Donc le chiendent est une plante diurétique également. Ensuite, comme a parlé Michel Pierre, j'ai mis dedans une plante pour tout ce qui est une semence chaude, qui est le fenouil, qui est une plante que l'on trouve de manière courante par chez nous, en plante sauvage, un petit peu partout. C'est une plante qui permet l'expulsion des gaz et qui est favorable aussi donc, quand il y a du cholestérol. Ensuite, dans cette tisane, j'ai mis également de l'ortie blanche, qui est une plante qui aura une action favorable sur la circulation, du serpolet. Pourquoi le serpolet et pas du thym? Parce que le serpolet est une plante donc, qui est sauvage, donc qui est de récolte, qui n'est pas de culture. Le romarin, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, pour tout ce qui est foie, vésicule, est parfait. En plus, il a un petit côté tonique, donc il est très bien. Évidemment, j'ai mis du cassis, puisque le cassis a une action très intéressante au niveau des surrénales. De la vigne rouge, en quantité nettement moindre, mais qui est pour favoriser tout ce qui est circulation. Et ensuite, du sureau pour favoriser l'émonctoire peau, pour faire un petit peu transpirer. Et également, après, de la citronnelle, bon, qui n'est pas une plante de chez nous du tout, mais qui est une plante qui aromatise très bien, qui est très digestive et qui permet d'avoir une tisane qui soit très agréable. Donc, il est bien évident que si l'on conseille au changement de saison donc une tisane pour se drainer, donc on va aller dans le sens de la prévention de la santé. Effectivement, si vous me dites, voilà, j'ai des calculs au rein, qu'est-ce que vous avez? Je vais vous donner une tisane à base d'aubier de tilleul, pariétaire et chiendent, mais qui ne sera pas du tout la même recette que pour une tisane détox. La tisane détox, on peut prendre en fonction de ses envies, de 2000 litres à 1 litre par jour. La tisane pour les calculs se prépare d'une autre manière très différente. On met une plus grande quantité de plantes, on fait bouillir un quart d'heure la plante, on laisse macérer toute une nuit, puisqu'on a besoin d'extraire le maximum de principes actifs de ces plantes-là, et on boit ça le lendemain dans la journée. Donc il est évident que cette tisane du comptable, la tisane pour les calculs, est efficace. Donc il faut savoir que les plantes ont des propriétés, quand elles sont seules, mais elles peuvent être associées. Dans ce mélange que je vous ai cité, c'est le seul mélange où il y a 10 plantes.
Au début de l'herboristerie, je travaillais toujours avec 3 plantes, puisqu'une plante a des composants, mais a des principes actifs. Et au niveau des principes actifs, si vous voulez, quand on va prendre une plante, elle a des principes actifs, des composants chimiques, mais si on prend une deuxième plante, on va créer de nouvelles molécules. Avec 3 plantes, on augmente encore. Donc il est bien évident que dans le mélange où j'ai mis 10 plantes, il y a des plantes qui sont mises majeures. C'est aubier de tilleul, chien-dent, fenouil et ortie que je vous citais en premier. Et les 6 autres plantes sont quantité moindre. Donc une même plante peut servir dans beaucoup d'utilisations. Il n'y a pas d'usage unique d'une plante. L'aubier de tilleul, je ne le vois pas que pour les calculs des reins. Il y a une recette excellente pour le cholestérol, je veux dire, où il y a des résultats, analyse à la pluie. Il y a d'autres recettes avec l'aubier de tilleul pour de l'urée, de l'acide urique. Donc les plantes, le savoir un petit peu qu'on doit avoir en herboristerie, c'est toujours utiliser donc des mélanges en fonction des personnes, si on n'a pas des mélanges tout près, et après surtout donner en même temps un conseil. Il est évident que quand quelqu'un va venir, je vais lui parler de l'alimentation obligatoirement. Il est hors de question que quelqu'un sorte avec une tisane pour le cholestérol s'il ne veut pas modifier son alimentation. Vu le monde que j'ai, des fois je dis aux clients, est-ce que vous êtes prêts à me répondre à cette question? Oui, non. Êtes-vous prêts, si je vous le demande, d'arrêter pendant un mois tous les produits laitiers animaux? S'ils me disent oui, je dis, ben, là je veux bien m'occuper de vous. Mais sinon, ça ne m'intéresse pas. Je dis non, monsieur Moreau, non. Je veux dire, il faut faire passer un message. On n'est pas là pour vendre des sachets de tisane, mais on est là pour vendre quelque chose pour inciter à la santé et inciter à préserver la santé. Quand on l'a, il faut savoir la garder. Quand j'ai commencé dans l'herboristerie, j'avais une balance Roberval. Il y a un plateau d'un côté, un plateau de l'autre. Et bien la santé, c'est un équilibre entre les deux. Et ça, c'est très difficile. Quand on veut peser une plante, je ne sais pas si tu en es servi, Michel, de balance Roberval pour peser les plantes. Oui. Tu t'en es servi. Bon, on devait peser à l'équilibre. Ça, on ne réussit jamais. Ça tombait toujours. Et de ce fait, d'ailleurs, on mettait beaucoup plus de plantes que ce qui était nécessaire. Dans l'herboristerie, il faut que ça soit un métier de passion. Là, j'ai mes filles qui sont là. Ma fille aînée, sa première tisane, elle avait 2 jours. On était à la clinique, elle avait un petit peu mal au ventre. Bon, mais là, j'ai préparé la tisane. J'avais amené une théière en terre, un thermoplongeur. J'ai mis les plantes dedans, j'ai fait bouillir. Ça sentait très bon. Les sages-femmes venaient en prendre. Bon, ils savaient que c'était l'herboriste qui était là. Donc ça les a pas choqués. Mais les plantes, on est dedans. Je veux dire, toute la journée, on boit des tisanes dans l'herboristerie. On en met en dégustation pour les clients. Ça peut être des tisanes, du thé. Des fois, mon amie, elle fait des gâteaux. On me fait goûter des gâteaux. Je veux dire, il faut qu'il y ait toujours un côté convivial. On ne peut pas faire l'herboristerie si on ne connaît pas les plantes, si on ne les aime pas. Si on pense que faire de l'herboristerie, c'est acheter des tisanes toutes prêtes ou des gélules toutes prêtes, c'est pas possible. Tout le monde peut trouver sa place donc, dans l'herboristerie. Il faut avoir les compétences, donc il y a d'excellentes écoles donc, ici, mais il faut être passionné. Et puis il faut toujours prendre en compte tout ce qui est nutrition, tout ce qui est naturopathie. Si on sort de ce cadre-là, on ne sera jamais bon. Et donc quand des clients viennent nous voir, on a un objectif. S'ils viennent, c'est qu'ils ont un besoin. Et souvent, je viens en dernier recours. Bon. Il y en a beaucoup qui viennent en dernier recours quand ils ne connaissent pas. Puis après, quand ils viennent, quand ils ont compris ce message-là, ils peuvent venir enfin en entretien. Les plantes agissent en synergie. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant de les mélanger entre elles. À savoir que si vous avez quelques douleurs rhumatismales et que vous voulez utiliser, enfin que vous voulez les soulager, vous pouvez toujours associer des plantes pour soulager les inflammations comme le cassis, la reine des prés, l'arpagophytum. Mais vous pouvez aussi ajouter dans ce genre de mélange des plantes qui stimulent la circulation du sang pour que celle-ci puisse aller au plus près de l'endroit où se trouve l'inflammation pour drainer par la circulation du sang ces déchets inflammatoires. Donc on ajoute en principe du petit hou qui est une des meilleures plantes pour jouer sur la microcirculation. De même, quand vous avez un problème hépatique, vous pouvez toujours prendre des plantes spécifiques
pour stimuler le foie, la vésicule biliaire, comme le pissenlit, l'artichaut. Mais ajoutez toujours à ces plantes une, deux ou trois plantes qui auront un rôle antispasmodique. C'est le cas de la mélisse tout simplement, c'est le cas de la spirulodorante, qui sont des plantes qui vont décontracter la vésicule biliaire tout en ayant l'action des plantes spécifiques pour le foie et la vésicule. Donc le mieux est, dans beaucoup de cas, de faire des associations de plantes, parce que celles-ci agissent en synergie. Alors avec... ça forme des produits des principes actifs connus et inconnus, parce que c'est un petit peu l'inconnu aussi dans les mélanges de plantes, mais on est obligé de constater le résultat. C'est le cas à l'herboristerie où beaucoup de personnes viennent, enfin dans toutes les herboristeries je pense, où toutes les personnes viennent nous remercier quand elles obtiennent un résultat avec des plantes. Et comme le disait Patrice tout à l'heure, la plante, la tisane, c'est la matière première de tous les produits de phytothérapie, d'une part. D'autre part, c'est cette eau, cette tisane qui va pénétrer rapidement dans l'organisme et qui va agir de façon, pour moi, la plus efficace. Le tout est d'avoir le courage de prendre une tisane et de prendre certaines plantes, parce qu'elles ne sont pas toutes bonnes à boire. Hein, quand vous buvez une tisane d'artichaut ou de fumeterre, bon ben... fumeterre qu'on appelle fiel de terre, c'est pas pour rien. Mais vous pouvez améliorer le parfum avec de la verveine, de la citronnelle, d'autres plantes un petit peu aromatiques, ou bien tout simplement les faire légères. Ne forcez pas trop les doses. Faites-les très légères, mais buvez de la tisane, buvez de la tisane, buvez de la tisane. Pour rebondir sur les produits laitiers dont je parlais tout à l'heure, et avec des propos qu'a tenus donc Michel, l'année dernière, au mois de mars, il y a une dame qui vient me voir, son mari, 86 ans, double fracture du col du fémur. Elle me dit, Monsieur Moreau, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je lui ai dit, écoutez, vous me répondez à une question, est-ce que votre mari, vous pensez qu'il sera prêt à arrêter pendant 2 mois l'intégralité de tous les produits laitiers, de n'importe quel animal que ce soit? Je n'exclus aucun lait végétaux, rien du tout. Elle me dit, Monsieur Moreau, il fera ce que vous voudrez. Donc je lui ai donné quelque chose qui n'est pas terrible à prendre, de la prêle, mais pas de la prêle en gélule, de la prêle en poudre. La prêle en poudre, moi j'en prends de manière régulière, mes filles j'en ai fait prendre à 4-5 ans, c'est la meilleure plante, la meilleure source de silice, à ce que je pense moi. Quand on prend une cuillère à café de poudre de prêle, c'est l'équivalent de 25 gélules de prêle. Donc cette cuillère à café de poudre de prêle, on peut la mélanger dans de l'eau chaude ou à du yaourt de soja ou un petit peu de compote pour la prendre. Ensuite, je lui fais prendre à ce monsieur, 86 ans, avec sa double fracture du col du fémur, des gélules dans lesquelles il y a de la dolomite, du lithotamne dont on parlait tout à l'heure. Le lithotamne et la dolomite, c'est 80% de carbonate de calcium, et grosso modo 20% de carbonate de magnésium et du cartilage de raie. Et puis, je lui ai indiqué également de l'huile de foie de morue, alors pas comme on la prenait nous, comme on a pu la prendre à la cuillère, mais en capsule. Voilà, c'est les capsules, 3 au coucher. Donc, il y a eu un contrôle radio qui a été fait. Au bout de 2 mois, recalcifié. La dame va chez le médecin, et le médecin lui dit, alors là, c'est la première fois de ma carrière que je vois une fracture de quelqu'un de l'âge de votre mari qui se recalcifie aussi vite. Ah, je suis allé chez l'herboriste. Il a soufflé, il a haussé les épaules. Docteur, vous soufflez, mais vous venez quand même de me dire que c'est la première fois de votre carrière que vous voyez une double fracture, donc d'un col du fémur à l'âge de quelqu'un de mon mari, qui se ressoude. Et je veux dire mieux, docteur, pendant 2 mois, il n'a consommé aucun produit laitier. Bon, des cas comme ça, on en a plein. Mais vous ne pouvez pas savoir la satisfaction que l'on a quand on arrive à quelque chose comme ça. À 86 ans, s'il n'avait pas eu la chance de connaître là, eh bien, il n'aurait jamais recalcifié sa fracture avec des traitements classiques. Il aurait pu prendre des produits laitiers, des soupes, des laitages, des yaourts, des petits suisses, tout ce qu'il voulait. Il n'aurait jamais recalcifié. Il aurait fini dans un fauteuil. Il aurait été dans un fauteuil roulant. Il aurait commencé à se pisser et à se chier dessus. Il aurait été devenu invalide.
Donc on peut aider par des choses très simples. Je veux dire, il n'y a pas de miracle, mais quand quelqu'un vient nous voir, il faut l'écouter. Comme une consultation homéopathique, on doit l'écouter, voir sa demande et poser quelques questions. Et dans la réponse, on sait ce que l'on va donner. Ça, tu l'as vu déjà plein de fois. Tu poses une question et tu dis à la personne, mais vous venez me dire ce que je dois vous donner. Oui. Et moi, ce que j'aimerais dire, surtout aux consommateurs de plantes, c'est que quand vous obtenez justement un résultat avec des plantes ou des produits naturels ou des compléments alimentaires, quoi que ce soit, dites-le à votre médecin, même s'il sourit pour vous moquer de vous, pour se moquer de vous. Sachez qu'en herboristerie, que ce soit chez lui ou dans toutes les herboristeries en général, nous avons comme clients des médecins, nous avons comme clients des scientifiques, nous avons comme clients des chercheurs. Donc, s'ils viennent chez nous, c'est pas pour rien. Donc parlez-en à votre médecin, toujours, parlez-en. N'ayez pas peur de son sourire, parce qu'il va dire... il en a besoin un jour ou l'autre. Tiens, c'est une bonne idée, je vais aller faire un petit tour à l'herboristerie. Et puis, vous leur rendez service, parce que les médecins, ils ont un arsenal de produits à conseiller. Et puis, il faut savoir aussi qu'un médecin qui va prescrire quelque chose sur son ordonnance qui ne fera pas partie du système officiel risque une mise à pied. Et c'est arrivé, et plusieurs fois. Il risque pendant 8 jours, on va lui dire « Monsieur, vous n'êtes plus médecin parce que vous avez conseillé du lithotam en poudre, par exemple, ou parce que vous avez conseillé un produit qui ne fait pas partie de nos règles thérapeutiques. » Voilà. Donc, parlez-en aux médecins, vous leur rendrez service. Et puis vous rendrez service à la société en général. Et il y a heureusement des médecins courageux qui prescrivent. J'ai vécu pendant 6 ans avec une dame médecin acupuncteur à Perpignan. Elle prescrivait sur ordonnance. Elle continue de prescrire. J'ai plein de médecins que je connais qui prescrivent sur ordonnance. Un jour, une dame vient me voir. Son mari avait baptisé une voiture depuis 3 mois. Batterie à plat, il ouvre le capot de la voiture et scène de guêpe. Plus de 100 piqûres. Comme c'était son mari chirurgien, il a essayé ce qu'il avait sous la main, il ne désenflait pas. Sa femme lui a dit, à tout hasard, je vais aller voir l'herboriste. On va voir s'il a quelque chose. Mais j'ai pris 2 produits. Les bourgeons de cassis, ribes nigrum, 5 gouttes à prendre directement sous la bouche, parce que ce sont des macéramères, ce n'est pas des 50 gouttes. Moi, je ne vends pas de l'alcool, je vends des billes de boisson. Donc, je vends des macéramères déconcentrées. 5 gouttes à prendre chaque 10-15 minutes et passer de la gelée d'aloe vera directement sur le visage. Mais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. 2h30 après, il avait désenflé. Conclusion, va voir M. Moreau et va le remercier de ma part. Puis après, bon, il m'a envoyé du monde, et voilà. Mais parce qu'il a essayé. Son fils qui devait faire un traitement pour la chute des cheveux, il dit bon écoute papa, prends-moi rendez-vous chez un confrère. Non, je ne te prends pas rendez-vous chez un confrère, maman ira chez l'herboriste et tu prendras ce qu'il va te donner. Comme il a vu les résultats sur lui, un jour ou l'autre, vous aurez toujours quelqu'un qui a des calculs au rein. Quand il aura fait ses calculs au rein, qu'il soit chirurgien, médecin, ministre, agriculteur ou ouvrier ou n'importe, il les aura fait ces calculs. Et bien content de les faire, je veux dire, c'est toujours plus agréable de faire les calculs par les voies naturelles que d'aller se faire opérer. Est-ce qu'il y a des ustensiles particuliers à utiliser de préférence? Des ustensiles? Non. Non, une eau de bonne qualité, une eau de chez nous, des Pyrénées, là. Ça, c'est la meilleure qualité. Et après, ce qu'il faut, par contre, quand vous achetez des plantes, on vend toujours des plantes dans des sachets Kraft comme ça, ne les remettez jamais dans des bocaux de verre parce que la lumière risque de les abîmer, et surtout pas dans du plastique ou des tupperware où la plante ne respirera plus. Une plante, même quand elle est coupée, elle est toujours vivante. Vous prenez une graine, vous prenez une semence, on peut la faire germer. Donc une plante libère toujours ses principes actifs. Il faut une bonne qualité d'eau, ça c'est hyper important. Et après, évitez évidemment tout ce qui est micro-ondes. Et d'une manière générale, vous mettez les plantes à l'eau froide pour faire une infusion. Dès que ça bout, vous éteignez, vous laissez infuser. Les plantes, c'est ou infusion ou décoction, et quelques rares plantes comme la jacinthe en macération à froid. Et ça, c'est très peu nombreux. Moi, je voulais poser une question par rapport à la prêle.
Est-ce que toutes les prêles peuvent être utilisées? C'est utilisateur, Marlène, c'est la prêle des champs. Voilà, parce qu'il y a plusieurs variétés de prêles, m'a-t-on dit, et qu'il n'y en avait qu'une seule qui pouvait être utilisée. Oui, la prêle des champs. Mais c'est bien pour ça que la prêle, c'est une plante. J'ai des gélules, j'en vends des gélules, mais j'ai pas envie de vendre ça. Je la déconseille à chaque fois quand on me vend les gélules. Je dis, si vous ne voulez pas prendre la prêle, à ce moment-là, j'opte plutôt sur le bambou. Parce que le bambou, on peut mettre davantage de bambou dans des gélules en poids que dans des gélules de prêle. Pour avoir une efficacité, je veux dire, au PP, je ne l'aurais pas fait prendre 25 gélules. Une cure à café, on fait la grimace et ça va. Parce que chez moi, j'en ai de la prêle dans les fossés, tout ça. Oui, mais alors le souci, c'est qu'il va falloir la réduire en poudre d'une manière très fine. Parce que si c'est un petit peu grossier, ça râpe. Et surtout, si vous voulez le mettre dans un fond de thé chaud, jusque-là, de thé chaud ou même de l'eau chaude, la prêle devient un petit peu veloutée. Si vous le mettez dans de l'eau froide, ça met du temps à gonfler, ça se colle au niveau du gosier, c'est franchement dégueulasse. Et si on la met au déshydrateur et qu'après on la réduit en poudre? Le déshydrateur, il ne faudrait pas que ça montre trop... il ne faut pas que ça soit trop chauffé. Hein. Déjà, quand on la broie, il y a un chauffage. Et la prêle, si on la prend en poudre, quand je dis de l'eau chaude, c'est jamais de l'eau bouillante. C'est juste de l'eau, manière que ça tombe vite, qu'on puisse l'avaler rapidement. Hein. Je voudrais préciser aussi qu'il faut que vous soyez sûr que ce soit la prêle des champs. Et ça, c'est le plus important, parce que les autres prêles sont beaucoup trop riches en silice et donc deviennent toxiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment la priorité, d'où l'importance de bien connaître les plantes que vous cueillez. Voilà. Pardon, juste 2 secondes. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que vous achetez une plante, je vais dire en herboristerie, mais aussi bien en boutique de diététique qu'en pharmacie, vous avez toujours le nom latin dessous, et il faut toujours être attentif à ce nom, tout simplement. Et les tisanes, d'une manière générale, toutes les poudres, c'est quand même très bien. Les gélules peuvent être très utiles aussi, et après, toutes les formes en ampoule. L'aubier de tilleul en ampoule, c'est une pure fumisterie. C'est une fumisterie, ça, de l'aubier de tilleul en ampoule, je veux dire. Ou on le fait en tisane, ou on ne le fait pas, ou on s'en passe. Si on doit prendre des ampoules d'aubier de tilleul, il y a 0 principe actif carrément à l'intérieur, c'est que du marketing, ça. Et il faut l'aubier de tilleul de chez nous, du Roussillon. Bonjour, alors déjà merci pour votre intervention, je suis là. Et je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez d'une astuce que vous aviez pour les sirops. Et hop, après vous êtes... Non, je vais la partager, on est là pour ça. C'est une astuce qui m'a été confiée par un siropier, c'est-à-dire un fabricant de sirop. Hein, c'est un métier à part entière. Parce qu'au tout début, c'est vrai que j'ai fait pas mal de terrain, j'ai fait pas mal de transformations, j'ai fait beaucoup de sirop, entre autres. Et j'étais allée voir ce siropier qui n'était pas très loin de chez moi pour lui demander ce qu'il en pensait. Et comme lui, il fabrique ça à l'échelle un petit peu industrielle, bien que ce soit quand même du sirop artisanal, il m'avait dit, mais bon, pour prolonger le temps de conservation, il suffit de mettre un petit pchit, j'appelle ça comme ça, au fond du bouchon qui va fermer la bouteille. Un tout petit peu de pchit, d'alcool, pardon, j'ai pas dit ce qu'il y avait. Ah oui, le pchit, c'est pas du. Oui, voilà. Donc, avant de fermer mes bouteilles de sirop, hein, j'utilise de belles bouteilles type bouteilles de vinaigre qu'on achète aussi chez des grossistes. Donc, vous avez des petites bouteilles à autoclave hein, qui se ferment en mettant un bon coup dessus. Donc, avant, je mets, enfin, j'ai dans un petit flacon, je vaporise le fond de mes bouchons d'alcool à 90 si possible, bien sûr, si j'arrive à m'en procurer. Et je ferme mes bouteilles avec ça. Alors pourquoi on prolonge le temps de conservation? Ben, c'est simple, c'est que l'espace qu'il y a entre le sirop et le haut du bouchon, ben, il y a des bactéries, etc., qui vont se développer si on ne... Enfin, on n'assainit pas tout ça, quoi. Et donc, grâce à l'alcool, vous éliminez toutes ces bactéries et vous prolongez d'autant le temps de conservation de votre sirop. Et vous pouvez avoir une bouteille de sirop qui va tenir 1 an, 2 ans, sans bouger, quoi. Tant que vous l'ouvrez pas, bien sûr. Après, ben, c'est comme une confiture. Hein. Dès que c'est ouvert, il faut mettre au frigo. Et là, pareil, ça peut rester 5-6 mois au frigo sans bouger. Voilà, je vous en prie.
c'est à moi. Est-ce qu'il y a des plantes que l'on ne peut pas mélanger entre elles? Oui. Tout dépend du moment où on va les prendre. Il sera difficile de mélanger de la sarriette, de la menthe, donc avec de la passiflore ou du coquelicot pour le soir. Bon, la menthe, s'il y a une dose un peu importante, elle sera quand même excitante, la sarriette aussi. Donc il y a des mélanges logiques, et des prises de tisane à des moments logiques. Une tisane pour dormir, on la prend après le repas le soir, on ne la prend pas le matin, je veux dire. Il faut être logique. Ensuite, au niveau des plantes, il faut surveiller. Vous avez des plantes qui sont des écorces, des deuxièmes écorces, de l'aubier de tilleul par exemple, du fenouil. Vous avez des racines qui doivent bouillir. Donc on ne pourra jamais mélanger de l'aubier de tilleul dans une préparation comme ça avec de la reine des prés. Puisque l'aubier de tilleul, il doit bouillir minimum un quart d'heure, et la reine des prés craint trop de chaleur. Donc il y a des plantes qui sera difficile de mélanger, sinon on ne pourra pas, on va détruire des propriétés d'une plante, ou alors si on ne fait pas bouillir l'aubier de tilleul, c'est pas la peine d'en mettre. Si on fait bouillir la reine des prés, c'est pas la peine d'en mettre non plus. Donc il vaudra mieux faire un jour une sorte de tisane, un jour une autre. Autrement, il n'y a pas de toxicité de mélange de plantes entre elles Pas avec les plantes que l'on vend en herboristerie, puisque toutes les plantes interdites, nous ne pouvons pas les vendre. Hein. La rue, le datura, tout ça, c'est pas la peine de venir en demander. Personne en France en vendra. Hein. Donc même si on nous ennuie en permanence en herboristerie, enfin pour nous qui tenons des herboristeries, nous vendons des plantes traditionnelles pour la bonne santé. Les plantes toxiques ne sont vendues que par les pharmaciens. Oui. Est-ce qu'il y a des plantes qui... enfin, on a parlé tout à l'heure des plantes fraîches, que c'était meilleur, peut-être parce qu'il y a de l'eau dedans. Est-ce qu'il y a des plantes dont les propriétés, enfin, qui se bonifient en séchant? Alors, il existe des plantes qu'on ne doit pas utiliser fraîches. C'est le cas de la chélidoine. La chélidoine contient de l'acide muriatique qui est intéressante quand on veut soigner une verrue. Donc, on utilise le sucre que l'on met sur la verrue. Mais si vous gardez votre chélidoine 1 ou 2 jours dans le réfrigérateur et que vous fassiez une tisane après, vous allez avoir des problèmes au niveau de l'estomac. Par contre, une fois que cette chélidoine sera correctement séchée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas du tout d'humidité, vous pouvez en faire une tisane légère, sans exagérer sur les doses, pour stimuler le foie et la vésicule biliaire. Alors, les plantes, il y a une transformation enzymatique qui se passe quand une plante sèche, à savoir que vous avez des principes actifs qui se développent en séchant. Donc une plante fraîche n'est pas forcément de meilleure qualité. Maintenant, ça dépend des plantes, et là le professionnel intervient, c'est-à-dire le professionnel qui va faire des teintures, des extraits de plantes fraîches, des macérats, etc. C'est à lui qu'incombe ce savoir pour faire ou des présentations liquides de ces plantes, ou alors préférer, dire à son client de préférer des plantes séchées pour tisane. Ensuite, il y a des plantes, par exemple, comme le thym. Le thym, qui est une plante courante, il y a des moments de l'année où on peut le récolter. Donc, c'est vrai qu'aux alentours du mois de juillet, on parle toujours de la Saint-Jean, c'est bien de le récolter. Mais c'est bien de le récolter, pas dans son jardin, parce qu'il y a de l'arrosage, dans des endroits, dans des garrigues où il a souffert, où il est concentré en principe actif. Et c'est bien toujours de le monder. Parce que si vous prenez du thym que vous allez ramasser dans les garrigues, vous coupez des branches de thym, si c'est juste pour une petite soupe, c'est pas un souci. Mais à l'intérieur, il y a quand même des huiles essentielles, si vous voulez, dans les rameaux de thym, qui sont plutôt agressifs donc pour l'estomac et les intestins. Donc il faut se méfier. Les plantes fraîches, c'est bien pour toutes les menthes, pour le taboulé, des choses comme ça, pour le thé à la menthe. Mais après, beaucoup de plantes sont beaucoup plus utiles sèches, comme a dit Michel. Vous avez une plante comme la bourdaine, il faut qu'elle ait 2 ans de séchage avant d'être utilisée. Sinon, elle est trop irritante, elle est trop purgative.
Mais en général, bon, avec un peu de bon sens, on arrive à s'en tirer. Il y a des plantes, par contre, qui, une fois séchées, perdent leur propriété. Tu as parlé tout à l'heure de la pariétaire. La pariétaire, il vaut mieux l'utiliser fraîche ou alors en alcoolature, parce qu'une fois qu'elle est séchée, elle a perdu la plupart de ses propriétés. Donc après, c'est vrai que il faut rentrer un petit peu dans le détail. Bon, quant à dire, c'est vrai que je défends la plante fraîche parce que il y a des tas de parfums que l'on ne retrouve pas forcément quand la plante est séchée. Alors tu viens de parler du thym avec des branches qui sont plus riches de certains principes actifs. Oui, parce qu'il y a beaucoup de terpènes. Le thym en ce moment il est très fleuri, c'est un parfum extraordinaire. On va peut-être garder que les fleurs pour les tisanes, et quand on va le faire sécher, on va effectivement le monder et on ne gardera que les feuilles. À ce compte-là, oui, ça d'accord. Mais bon, de toute façon, quand on va ramasser des plantes fraîches, on va pas en ramasser pendant 3 semaines d'affilée, et je pense qu'on va pas arriver jusqu'à une toxicité, quoi. Voilà. Donc gardons le plaisir de la transformation des plantes fraîches. Bonjour. Bon, c'est difficile. J'avais une question, c'est par exemple je suis malade, je vais chez le médecin, ça ne veut pas dire que je mets de côté l'herboristerie, je peux aller quand même chez un herboristériste chercher certaines choses. Est-ce que dans ce qui pourrait me prescrire, il y aurait des plantes, des actions qui pourraient annuler mon traitement médicamenteux? Quel genre de traitement? Ça peut arriver, oui. Ça, moi, j'en sais rien. Moi, j'ai pas fait médecine ni quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est des choses qui sont possibles? Oui, mais il y a le cas du millepertuis qu'on ne peut pas donc prendre dans les cas de trithérapie, où il peut y avoir du souci. Mais bon, ce genre de plantes, généralement, de toute façon, on ne les vend pas. Oui, mais après, il y a des précautions d'usage au niveau des plantes. S'il y a des antécédents de cancer ou autre, il y a certaines plantes qui sont interdites et qui peuvent être des plantes tout à fait banales, comme de la sauge. Oui, ou la bourrache. Mais le charbon peut être gênant aussi quand on prend des médicaments. En ce qui concerne les plantes, effectivement, il n'y a guère que le millepertuis qui peut être, dont on a des connaissances à l'heure actuelle de contre-indication. Vous vouliez dire un dernier mot? Non. Alors on est bon. 18h30, nous arrivons à la fin de la journée. Merci.